MINSEP, FECAFOOT. L'affaire fait encore grand bruit dans la presse cette semaine. Ethofis nomme un nouveau staff technique à la tête des Lions indomptables, note en pied de page mutation. La FECAFOOT maintient Marc Brice mais modifie le reste du staff d'encadrement, précise le quotidien Émergence. Et si la voix du consommateur évoque une correction de la liste de Mouélé, le messager à son tour parle de remaniement du staff. Réalité Plus, pour sa part, estime que Samuel Eto'o gesticule. Loin du consensus souhaité entre les deux parties, le bras de fer entre Samuel Eto'o et Kombi Mouélé est dès lors tourné en dérision dans les colonnes du journal satirique Popoli. Dans les tabloïds, cette semaine, l'autre fait majeur à la une, ce sont les signes avant-coureurs de la 52e fête de l'unité. À ce propos, Cameroun Tribune rapporte que les préparatifs montent en puissance à Yaoundé, siège des institutions, et même dans l'arrière-pays. Toujours à propos de la fête de l'unité, feuilletant les pages de Meyome Sala Hebdo, qui fait une revue des actions menées par les forces de défense et de sécurité. En économie, une bonne nouvelle vient clôturer notre revue. Les 60 premiers mégawatts produits par le barrage hydroélectrique de Nachtigal ont été injectés dans le réseau de distribution d'électricité. La cérémonie relative s'est déroulée vendredi sous la présidence du ministre de l'Eau et de l'Énergie, peut-on lire au bas de page du bi-hebdomadaire Camer Presse. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous regarder. Nous sommes bien le dimanche 12 mai 2024. Merci également à Laetitia Onana pour ce relevé de la presse. Une semaine d'actualité s'achève. Une semaine de faits croustillants, suffisamment relayés par la presse nationale. Dans un ordonnancement plus ou moins strict, 3 points essentiels de l'actualité abondante vont guider les échanges de ce soir sur le plateau de Scène de Presse. Nous parlerons du climat tendu entre le ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. Tension ravivée par la correspondance de la FIFA au secrétaire général par intérim de la FECAFOOT. Nous allons interroger l'opportunité de la mise en œuvre du prologue. Le prologue, c'est le projet de gouvernance locale et communauté résiliente. Nous parlerons aussi de la santé des végétaux. Mais comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de la fête de l'unité et vous n'avez pas perdu l'idée que le journal de Chronicle Times et bien d'autres publications ont rapporté cette semaine l'information indiquant que le président de la plateforme de défense des droits des peuples d'Ambazonie, Emmanuel Ngomé, plus connu sous le nom de Capo Daniel, cette structure appelle donc à la fin de la guerre dans le Nozo. Merci chers invités d'être là. Je commence à vous présenter Innocent Sodon, journaliste, chef de service politique à l'hebdomadaire Expression économique. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, merci pour l'amitié de l'invitation. Merci d'être là. Franck Fouté, journaliste correspondant de Jeune Afrique. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Charles Sebouné, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, merci. Charles Sebouné est journaliste, grand reporter, chef de l'unité des activités diplomatiques à la CRTV. Et je termine par Thierry Hervé Jackson, Ngwa et Diélé. Bonsoir. Bonsoir Séverin et merci de nous inviter à votre plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du prologue, le projet de gouvernance locale et communauté résiliente. Alors vous avez suivi cette actualité, Franck. Quel crédit devons-nous accorder à ces déclarations de Daniel Capo? Alors, peut-être il faut d'abord qualifier ce revirement. Je ne sais pas si on dirait une décision de lucidité ou de réalisme de la part de ce Camerounais qui se réclame être sécessionniste. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que si tant est que les groupes séparatistes se réclamaient défendre certaines idéologies, aujourd'hui, force est de constater qu'il est temps de changer de méthode ou alors d'abandonner complètement ce combat. Il est clair qu'au vu de ce qui se passe sur le terrain, il est impossible que les groupes séparatistes atteignent cet objectif. Donc c'est dans ce contexte-là, un contexte où il y a une réalité du terrain qui fait en sorte que les groupes séparatistes ne peuvent pas atteindre leur but,
C'est dans ce contexte-là que cette décision intervient. Quel est le crédit qu'on peut accorder à ce revirement? Pendant longtemps, Capo Daniel a été associé à l'un des leaders séparatistes les plus sanguinaires, à savoir Lucas Ayabacho. Et lorsqu'il était associé à cet individu et qu'ils étaient ensemble derrière les ADF, les Ambazonian Defense Force, ils ont causé beaucoup de tort à la République du Cameroun. Mais au sein des forces ambazoniennes ou des forces séparatistes, il y a aujourd'hui une guerre de leadership. Et ça peut être aussi une stratégie d'endormissement, et puis on va se réveiller après, c'est pas ça? C'est possible, c'est possible. Mais moi, je dirais à la suite de Franck, je vais être péremptoire là-dessus, aucun crédit à cela. Aucun crédit. Pourquoi? Parce que regardez la situation dans laquelle ce monsieur se retrouve, par respect pour les familles qui ont perdu des innocents dans cette guerre. Je préfère ne pas prononcer son nom, vraiment. Pendant toute l'émission, permettez-moi de ne pas prononcer son nom. Alors, regardez la position dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut exister parce que dans le combat, il ne représente plus grand-chose. Quel est le poids de ce monsieur dans cette guerre aujourd'hui? Je dirais, il est quasi nul. Mais on n'a pas entendu des voix se lever pour dire que ce qu'il a fait comme déclaration, c'est son propre point de vue. Attendons peut-être la suite. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais moi, je continue à dire que ce monsieur ne représente pas grand-chose dans le truc. S'il voudrait, je note quand même qu'il y a un peu d'humanité qu'il retrouve, parce que quand on lit son communiqué, on sent quand même quelqu'un qui retrouve de l'humanité, mais c'est trop facile de pondre un texte de ses appartements luxueux depuis Hong Kong et puis de dire ok, laissons le combat, allons plutôt à la négociation. Et il y a autre chose dans ce texte, c'est lui qui dit les critères ou alors les sujets à mettre sur la table des négociations. Lui qui? Alors Charles Sebouné, on pourrait quand même dire, hein, c'est un revirement, il ne faut pas accorder un crédit à cela. On pourrait quand même dire que c'est une victoire des forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, parce que appeler à la paix, à l'arrêt des combats, c'est quand même un point positif. Je pense que c'est le réalisme qui attrape beaucoup de gens qui se sont aventurés dans un projet qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas les tenants et les aboutissants. Comme ils vivaient dans un monde virtuel, le monde de Facebook, le monde de Twitter, le monde de YouTube, où quelqu'un pouvait s'asseoir derrière une machine, déclarer que les enfants ne partent pas à l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, rester derrière les claviers, encourager les uns et les autres de prendre les armes à tuer les frères et sœurs qui ne partageaient pas les idéologies. Je pense que la réalité les a rattrapés aujourd'hui, parce que n'oublions pas que le Cameroun est le seul pays au monde où on a trouvé les gens qui se réclament des mouvements sécessionnistes et ont empêché le droit fondamental des enfants d'aller à l'école. Je rappelle que même quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait 2 systèmes d'éducation. Ce n'était pas interdit. Je rappelle que même quand il y avait le mouvement de Ku Klux Klan aux États-Unis, il y avait 2 systèmes de formation. Donc, vouloir créer une masse non éduquée, arriver à créer un Hezbollah à travers le consortium qui n'a pas marché. Si Daniel Capo, moi je ne veux pas être radical comme mon collègue, je vais rester journaliste, sans émotion. Si M. Capo estime aujourd'hui qu'il a tellement fait du mal et qu'il demande pardon, c'est bien. Autre chose, je pense que les foyers qu'ils estimaient les héberger et être en faveur d'eux sont contre ou bien contre-productifs aujourd'hui. Parce que quand l'ambassadeur des États-Unis déclare que arrêter d'utiliser l'espace américain pour commettre les crimes au Cameroun, et il le dit ici au Cameroun, et l'administration américaine prend certains actes, les Britanniques ont fait la même chose, les Asiatiques ont fait la même chose, même si la presse ne couvre pas tout ça tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est rattrapé par une seule réalité, que le Cameroun est un pays un et indivisible,
et que tous les problèmes, nous avons la possibilité de les régler ici dans le cadre républicain. Monsieur le coordonnateur national, nous sommes quand même dans un contexte de commémoration de la fête de l'unité et nous savons que les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, sont pas ajoutés, même l'extrême nord avec Boko Haram, c'est des régions en difficulté. Est-ce que ce revirement, je vais emprunter l'expression de Franck, est-ce que ce revirement est un signal, c'est un symbole pour l'unité nationale, selon vous? Je vais peut-être commencer par indiquer que cette crise, pour ne pas utiliser le terme guerre, a apporté beaucoup de difficultés aux populations dans ces régions. On a des régions dans lesquelles, et ceux qui connaissent la ville de Limbe, il y a quelques années, il était impossible de marcher dans la ville de Limbe et trouver un mendiant. C'était impossible. Tout à fait. C'était impossible de vous balader dans la ville de Kumba et trouver de la saleté. C'était impossible. Donc cette guerre a quasiment fait reculer nos régions de beaucoup d'années de développement. Maintenant, comme ça a été dit, toucher à des droits fondamentaux comme l'éducation, c'est quelque chose de grave. Donc j'ai envie de penser que le moindre acte qui peut infléchir la situation sur le terrain, et c'est à ça que le prologue va travailler, est un acte qu'il faut capitaliser. Je ne vais pas entrer dans la géopolitique pour savoir si c'est un acte crédible, si c'est un acte non crédible. Mais ce que je dis, c'est dans le cadre de l'unité nationale que nous allons célébrer le 20 mai prochain, il faut capitaliser tout acte, même une déclaration comme celle-là. On va entrer dans le projet de gouvernance locale et communauté résiliente. C'est un projet qui est donc entré en activité. Il a été signé entre le Cameroun et la Banque mondiale le 20 novembre 2023. Mais cette fin de semaine, ce projet est entré dans sa phase opérationnelle. Nous avons la chance d'être avec vous, monsieur le coordonnateur national. Vous allez nous expliquer. Il faudrait qu'on comprenne ce que c'est exactement. C'est un projet de trop, un projet de plus? Projet de trop, projet de plus, c'est sûr que c'est un autre projet dans tous les cas. C'est un autre projet qui vient s'ajouter à la panoplie de ce qui existe déjà. Surtout dans le domaine de la décentralisation, il y en a beaucoup. Tout à fait. Mais moi, je vois plutôt, j'analyse plutôt la création de cet autre projet comme la mauvaise prescription médicale à la mauvaise maladie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le bon diagnostic ou alors on ne donne pas le bon médicament pour la maladie. Moi, Et il y a des résistances. Tout à fait. Moi, je voudrais plutôt interroger le niveau d'implémentation de la décentralisation sur le terrain. Quand vous regardez Prologue, on dit ce seront d'abord 180 CTD sur les 360 que compte le Cameroun. Dans le déroulé, vous verrez certainement que la priorité est aux CTD qui ont une certaine assise en termes de grandeur, en termes d'influence, au détriment de celles qui sont dans des zones reculées, qui, de mon point de vue, sont les principales, sont celles qui ont le plus besoin de ce genre de soutien. Donc moi je me serais attendu quand même qu'on essaye de vérifier l'indice de développement local, à quel niveau on est au niveau du transfert. Mais Innocent, c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. Vous savez que sur ces paramètres-là, l'institution de Bretton Woods ne s'amuse pas. Donc il y a eu ces éléments au départ. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais le coordonnateur a envie de répondre. Je ne sais pas ce qu'il va dire exactement. Mais c'était juste pour apporter quelques éléments de clarification pour qu'on ait un débat beaucoup plus transparent. C'est déjà l'inverse. Le projet gouvernance locale, c'est un projet qui vise les communes les plus vulnérables. Donc, soyez rassurés, les communes au grand confort ne font pas partie du prologue. C'est un processus minutieux d'évaluation de la situation. Nous avons des chocs et des crises bien spécifiques que chacun peut
observer. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de sciences. Nous avons la secte Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord et tout le monde sait quelles sont les répercussions sur la vie sociale dans les régions de l'extrême nord et du nord. Nous avons l'afflux des réfugiés qui viennent de la Centrafrique et avec un impact socio-économique sur la région de l'Est. Et nous avons commencé par la question du nord-ouest et du sud-ouest. Ça fait que l'extrême nord, le nord, l'Adamawa à l'est, le nord-ouest et le sud-ouest sont les priorités du projet. Oui, on peut imaginer que toutes ces crises ont aussi des impacts sur les 4 autres régions, mais la question, et je vous rejoins, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par les plus impactés. Donc, sur la base d'une analyse de la vulnérabilité, ces 6 régions ont été retenues avec la Banque mondiale. Et le processus ne s'arrête pas là. Il faut encore une étude assez poussée, région par région, pour identifier les communes les plus vulnérables. Donc, là, avec le prologue, nous touchons les communes les plus vulnérables. S'il fallait se demander si c'est un projet de trop, je dirais non, parce que c'est plutôt une innovation. Charles Sebouné, on peut accorder du crédit au prologue tel qu'il est défini? Je pense que la décentralisation est une priorité majeure pour sortir le Cameroun du sous-développement. Et les intelligences différentes ont suggéré beaucoup de projets dans ce sens pour s'assurer que certains besoins spécifiques sont adressés spécifiquement. Et je pense que c'est le cas avec le projet actuel, qui consiste à regarder concrètement les communes les plus pauvres de la nation. C'est-à-dire, les communes comme Limbe sont exclues, si je vous comprends bien. Ça veut dire que les communes comme celle de Douala, Cité ou bien sont exclues. Donc je pense que le ministère de la décentralisation, avec cette nouvelle innovation, veut impulser le processus de la décentralisation avec les autres mécanismes et projets qui existent déjà. Mais ce que j'ai peur, c'est la question du financement qui est toujours un fléau dans la réalisation des projets au Cameroun. Parce que parfois, les bailleurs... Ils sont avec la Banque mondiale. J'arrive parce que parfois... Moi, j'avais plutôt une question. C'est vrai, le coordonnateur a dit tout à l'heure que... C'est vrai, quelques secondes, parce que parfois, les bailleurs de fonds vous disent... Charles, alors, le coordonnateur disait tout à l'heure que ce projet, c'est pour adoucir les chocs extérieurs. On le sait, dans ma commune, ce qui m'intéresse, c'est la route, c'est l'eau. Et avant vous, il y a eu d'autres projets comme le PNDP, qui travaillent sur le terrain dans ce cadre-là. Est-ce que vous êtes dans la continuité? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que vous apportez? Oui, il faut se dire que les opérations de développement, elles sont standards. La salle de classe reste la salle de classe, le forage reste le forage. La question, c'est comment je cible les besoins. Ici, nous mettons en place un mécanisme qui cible les villages, les quartiers, dans les collectivités qui ont le plus grand besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de restaurer le citoyen dans sa dignité. Parce que chaque conflit réduit la dignité des citoyens. Donc, effectivement, il va falloir aller à Akwaya, identifier la problématique actuelle. Sans vouloir vous couper, lorsque je vous écoute parler de restaurer la dignité du citoyen, c'est un discours qui a été déjà tenu par le ministre délégué au Minepad, Paul Tasson. Ça veut dire que c'est partiellement la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. C'est un projet dans ce sens. N'oublions pas que nous sommes dans la décentralisation. C'est-à-dire, dans le contexte de décentralisation, ce n'est pas à l'État central actuellement d'aller agir à la base. Donc ce projet veut, dans un premier temps, renforcer la capacité de la collectivité, c'est-à-dire de la commune ou de la région, à pouvoir intégrer ce processus de prise en compte de la population à la base et de résolution de sa capacité de résilience avant de délivrer le service. Donc oui, le projet ne fait pas, mais le projet fera faire par les collectivités parce que nous sommes dans la décentralisation. Le problème qu'on a souvent avec les projets au Cameroun, c'est l'engagement des populations bénéficiaires. Là, vous travaillez avec la communauté. Comment allez-vous associer les communautés dans ce projet? De sorte qu'on n'ait pas l'impression que ça tombe
de l'État central et puis on vous demande d'exécuter. C'est quelque chose que nous avons expliqué tout au long de cette semaine, avant le lancement de vendredi. L'idée, c'est de se dire, les communautés elles-mêmes peuvent être organisées. On a la chance d'un texte, un arrêté du Mindevel, qui fixe les modalités de création des comités de quartier et de village. Donc dans une première phase, il faut les mettre en place, il faut les organiser, il faut renforcer leurs capacités et les amener à être capables d'identifier leurs besoins, à être capables d'identifier les risques climatiques qui sont courants. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond? On sait que dans chaque commune, il y a déjà ce qu'ils appellent le plan de développement communal qui rassemble les besoins, les priorités. Et vous demandez le plan commencer. J'en viens. Lorsqu'on a un problème, il faut trouver la solution. Si on fait le récital de ce qui a déjà été fait, on n'avance pas. L'idée, c'est qui est-ce qu'on veut mettre au centre? C'est la communauté. Parce que c'est la communauté qui subit les chocs. Vous savez, c'est très facile de déloger le bureau d'un exécutif communal lorsque ça devient très sérieux. Je n'ai pas envie de citer certaines zones où c'est facile. Mais la population, elle est souvent vouée à elle-même. Donc notre cible, c'est la population. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. C'est la population qui doit être résiliente à tous ces chocs. Ce n'est pas forcément la collectivité. Mais en contexte de décentralisation, le principe de subsidiarité veut que ce soit la collectivité qui est plus proche de la population et qui enclenche ce processus. Lorsque le projet filet social de la Banque mondiale le fait déjà. Pour finir, le projet filet social intervient directement auprès des populations. Okay. Le prologue n'a pas l'intention de faire une intervention directe auprès des populations parce qu'il se déroule en contexte de décentralisation. Et si on considère, et ça c'était quand même les conclusions du grand dialogue, que l'approfondissement de la décentralisation est un facteur qui peut débloquer la fracture sociale et les conflits sociaux, je pense qu'il faut considérer ce processus comme étant une innovation qu'on ne fait pas dans l'ensemble des projets. Sinon ce projet ne serait pas un projet de décentralisation. Monsieur le coordinateur, moi j'ai une interrogation qui est un peu plus globale. Aujourd'hui, le prologue, c'est 300 millions de dollars. Une enveloppe qui porte à près de 2000 milliards les engagements de la Banque mondiale auprès du Cameroun. C'est un tiers de notre budget. Et la Banque mondiale est présente dans près de 18 projets, donc 23% de l'électricité, pour ne prendre que ce secteur-là. 23% de la cagnotte que la Banque mondiale nous alloue va dans le secteur de l'énergie. Mais nous avons encore les problèmes d'électricité. Aujourd'hui, vous dites que les opérations de développement sont standards, c'est-à-dire sont des formules mathématiques. On applique 1 plus 1, ça donne 2. Mais après autant d'années et autant de projets, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas dans la recette? Je vous tends une pêche. Est-ce que finalement le problème que nous avons au niveau de la gestion de nos projets, de nos programmes, n'est pas la rigueur dans ces dépenses-là? Parce qu'après, c'est de l'argent que le Cameroun remboursera. Ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts qui sont faits à l'État du Cameroun et que les Camerounais... Ça se dit bien convention de prêt. Oui, et que des Camerounais devront rembourser. Qu'est-ce qui à votre niveau sera fait? Oui, qu'est-ce qui à votre niveau sera fait pour que cette enveloppe budgétaire soit gérée dans la plus grande transparence et la plus grande rigueur? On a très souvent vu dans ces projets, pendant que pour aller auprès des populations qui manquent d'eau, il y a un cortège de 25 voitures VX qui coûte parfois des millions de francs, pendant que la commune dans laquelle on est en train de se rendre, les enfants n'arrivent même pas à se rendre à l'école, n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'il y aura de différent cette fois au niveau de la gestion et de la rigueur budgétaire pour qu'à la fin, on puisse avoir les résultats escomptés? Je ne vais pas faire un procès au prologue sur la base des autres projets. Je vais donner le bénéfice du doute à ce projet. Mais je voudrais juste vous inviter à vous rappeler de la cérémonie de lancement vendredi dernier. Ce n'était pas dans un grand hôtel de la ville, c'était au conseil régional du centre. Ce n'était pas avec champagne, ce n'était pas avec vin rouge, c'était avec de l'eau et des boissons. Il n'y aura pas de VX mais des pick-up. C'est juste pour vous dire que l'objectif de ce projet, c'est de financer les populations au travers des collectivités.
C'est l'objectif. Et vous pouvez être très au courant des grandes frictions qu'il y a entre le Mindevel et nos collectivités, parce qu'elles nous trouvent un peu trop rigides dans la façon avec laquelle nous surveillons leurs investissements. C'est juste pour vous dire qu'on a malheureusement une réputation en la matière de rigide. Et je ne crois pas que c'est une réputation qui va être abaissée dans le cadre du projet. C'est bien, juste un dernier pour partager, c'est bien de savoir que une grande partie de ce financement va en termes de subventions basées sur la performance. Pas de performance, pas de décaissement. Donc, moi j'ai bien peur que le prologue vienne et d'autres projets se marchent un peu sur les pieds. Vous avez évoqué le grand dialogue national tout à l'heure. Le prologue intervient dans les régions sinistrées autres. On sait que après, l'une des résolutions phares du grand dialogue national, c'est d'avoir donné un statut particulier aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a le Public Independent Conciliator. Voilà, il y a toute une commission de reconstruction de nord-ouest et sud-ouest et extrême nord. Est-ce que le prologue ne va pas venir marcher sur les pas Je crois que l'administration la plus soucieuse du grand dialogue national, c'est bel et bien le Mindevel. Donc, rassurez-vous que la coordination sera une coordination assez parfaite. Déjà que nous avons commencé à travailler avec le PNUD, qui est l'agence d'exécution du programme de reconstruction, et les coordonnateurs nationaux de ces trois régions, nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. Et je ne pense pas que nous nous trouvons dans des pays différents. La différence d'intervention se situe à quel niveau? Avec, par exemple, le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-est et de l'extrême nord et le prologue. La différence, elle est méthodologique. Elle se trouve sur le même domaine, elle n'a pas les mêmes ressources, c'est-à-dire le plan de reconstruction et le prologue, ce n'est pas les mêmes ressources. Et il faut toujours intégrer le fait que le développement... On ne va pas se retrouver avec des doublons, avoir le même bloc de salle de classe dans la même école, dans la même commune. Ce serait impossible avec l'agence d'exécution qui est le PNUD. Ce serait impossible. Alors on va sortir de ces sujets, le prologue est lancé, donc les modalités c'est quoi? Parce que quand on parle de cela, sur ce plateau, on a l'impression que vous avez un sac d'argent pour les collectivités ciblées, bientôt on va vous aborder, il faut donner de l'argent, il faut financer tel projet. Comment ça va se passer sur le terrain, de manière concrète? Je voudrais d'abord indiquer deux choses qui ne doivent pas se passer. Chaque Camerounais ne doit pas débarquer dans le bureau de coordonnateur national et lui dire j'ai quelqu'un qui veut travailler, j'ai un cabinet qui peut faire des études, j'ai un cabinet qui veut faire des prestations. Si on fait ça, on a échoué. Donc je préfère commencer par ce qu'il ne faut pas faire du tout. Il faut considérer que si c'est un projet qui va contribuer au développement dans nos localités, à améliorer la capacité des communautés à s'autogérer, et les collectivités à délivrer les services, ne commençons pas par tuer la poule aux œufs d'or. Maintenant, pour ce qui est des priorités, nous avons lancé une étude sur l'analyse des vulnérabilités et je vous ai rassuré tout à l'heure que de façon minutieuse, on vérifiera que nous allons d'abord vers les communes les plus vulnérables. Donc cette analyse va nous permettre d'identifier les collectivités. Nous n'allons pas commencer par 187 collectivités qui représentent la somme des collectivités des 6 régions. Mais nous allons commencer par 112. Et l'analyse de vulnérabilité nous indiquera les 112 communes les plus vulnérables. Et c'est avec ces communes que nous engagerons le premier processus. Mais parallèlement à ça, il faut mettre déjà la performance au centre du projet. Donc nous allons enclencher dès le budget 2025 le guichet subvention basé sur la performance pour un certain nombre de communes auprès desquelles nous voulons acheter des performances. Je crois que les téléspectateurs sont très au courant des problématiques de services locaux. C'est la gestion des déchets, c'est la gestion de la police municipale, c'est l'état civil. Donc nous allons fixer des performances sur ces services locaux qui sont en principe des services obligatoires pour dans l'exécution du projet, monsieur le coordonnateur national. Donc, la priorité, comment vous classez, comment vous faites pour savoir que c'est la commune d'Akwaya d'abord, après peut-être la commune de Sancho, ainsi de suite? Je pense que si je vous réponds, c'est que je ne suis pas en train d'utiliser une méthode. Une étude avec des méthodes scientifiques bien éprouvées
dans tous les pays qui font face à des fragilités dans le monde sera exécuté et nous donnera des résultats. Il pourrait y avoir des arbitrages politiques en raison des situations ponctuelles d'urgence, mais c'est l'étude, elle, qui nous délivre ces résultats et nous sélectionnons les communes sur la base de ces études. Donc si moi je vous donne le nom d'une commune, c'est que je suis déjà dans de la mauvaise gouvernance. Alors avant de faire entrer le deuxième panel qui viendra nous parler de la santé des végétaux, je voudrais, avant de partir, que nous évoquions un sujet d'actualité aussi, le sport. L'abondante communication qu'il y a eu cette semaine entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Charles Sebouné, cette situation-là, on est loin de la calmie souhaitée. Très loin. Le président de la République, le 10 février dernier, indiquait qu'il a donné les instructions claires au gouvernement et aux ministres chargés des sports en particulier de regarder de très près et de trouver des solutions après ce que lui-même il a qualifié une surprise, un échec des Lions indomptables à la CAN Total Énergie 2023. En droit administratif simple, les paroles de celui qu'on a cédé la souveraineté publique pour exercer un mandat font égal à un décret. Ça veut dire que si le président vient aujourd'hui dire que M. Charles Sebouné, vous n'êtes plus ministre de la fonction publique, il n'a pas besoin de signer notre décret. Est-ce que vous êtes ministre? Je donne un exemple comme ça. Okay. Heureusement. Je donne un exemple comme ça. Cela veut dire que le gouvernement devait entrer immédiatement en action pour trouver les solutions. De ma compréhension des textes existants du Cameroun en matière de sport, 2014, 2015 la convention, 2018 la loi portant organisation des activités sportives et physiques au Cameroun, le gouvernement a respecté les textes et les règles en vigueur. D'ailleurs, la lettre qui sortait de la FIFA n'a pas fait le contraire. Mais justement, cette règle, c'est le problème de la semaine. Cette lettre de la FIFA, chacune des parties en conflit l'interprète comme elle veut. C'est ça qui fait problème, je crois que tu l'as dit également. Si le gouvernement violait la loi et les textes en vigueur au Cameroun, la FIFA aurait simplement annulé l'acte posé par le gouvernement. Peut-être avant de revenir sur la lettre en question, il faut déjà regretter ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une guerre lavée entre deux institutions camerounaises qui divisent jusqu'au Camerounais. Actuellement, les téléspectateurs sont là, ils nous regardent, mais chacun essaie de savoir ce qu'on va dire pour nous classer dans un camp ou dans un autre. C'est le Cameroun tout entier qui est divisé. Et c'est extrêmement regrettable et il faut qu'on en sorte. On peut le faire. Et la position de la FIFA, justement, pour revenir là-dessus, bien que ça crée une autre rivalité dans les interprétations, me semble assez clair. Elle dit ceci, il faut une conciliation. Il y a un texte de base, il y en a même plusieurs, il y a une interprétation, il y a des interprétations qui divergent, mais la clé, la sortie de cette crise ne viendra que d'une conciliation. Et il est nécessaire qu'on en arrive là, avant les prochains matchs. On ne peut plus continuer de la sorte. Est-ce que la conciliation est possible au regard des positions des uns et des autres, chacun? Elle est possible. Elle est possible, c'est vrai. Mais moi, l'interprétation que je fais de la lettre, c'est que la FIFA ne nous a pas aidés. N'a pas aidé le Cameroun. Mais la FIFA n'a fait que vous suivre. C'est vous qui êtes allé voir la FIFA. Je suis d'accord, mais la FIFA a l'autorité. C'est l'autorité suprême dans le football. La FIFA, généralement, tranche ce genre de problème. C'est-à-dire que vous dit ce que vous devez faire. La FIFA n'est pas au-dessus des États. Je suis d'accord, mais sauf que en matière de football, la FIFA a tranché. La FIFA dit allez réviser la convention de 2015. Elle est peut-être mauvaise, mais c'est celle-là qui a permis en attendant, les décisions qui ont été prises sont valides. Sauf que Charles, il y a une situation, c'est elle qu'il faut résoudre. Et moi, c'est à ce niveau que je dis... Quelle est cette situation?
il y a deux camps, comme Franck le disait tout à l'heure, le MINSEP d'un côté, la FECAFOOT. Il y a une situation qui est là. La FECAFOOT de l'autre. Le ministère des Sports a nommé des responsables pour tout l'encadrement des Lions. Et cette semaine, on a vu d'autres responsables nommés par la FECAFOOT. Ça, c'est déjà une situation. Monsieur le coordonnateur, on pourra sortir de là? Je sais que ce n'est pas le prologue, mais vous êtes Camerounais, vous aimez le football comme tout le monde. Oui, mais j'aime plutôt des caricatures. On entend subitement dans les médias publics que le ministre de la décentralisation et le coordonnateur du prologue à couteau tiré. Mais ce n'est pas la presse qui organise ça. En fait, c'est désolant pour les bénéficiaires. Et là, dans la question du football que nous aimons tant, c'est désolant pour nous. Il faut qu'on apprenne à garder la froideur. Et j'ai apprécié cette boutade. Tous les téléspectateurs sont là pour savoir dans quel camp on se trouve. Mais de quel camp s'agit-il? MINSEP FECAFOOT. Mais il y a un seul camp, c'est le camp du Cameroun. Il faut que les gens... Non, si nous continuons à tenir ce discours, nous poussons les gens à ne pas revenir sur la terre. Tenons le discours qui amène tout le monde à réfléchir, à revenir sur le sol. Nous avons un match en juin. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Je veux revenir sur celui qui est le plus important parce que nous sommes à égalité avec le Cap-Vert actuellement. Il faut... Qu'est-ce que nous faisons? Amenons les gens à revenir sur la table. Et vous voyez, le plus difficile, c'est... Et dommage, ce sont les réseaux sociaux peut-être qui travaillent à cela. Il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus d'élèves. Le plus grand expert en matière de droit, que ce soit de contract law ou bien de droit administratif, viendra sur ce plateau, expliquera à tout le monde ce que dit les textes, donnera la bonne interprétation, mais chaque panéliste sur ce plateau et même les téléspectateurs diront il est du camp gauche. Bien sûr. Voilà où se trouve le problème. Chacun va tirer de son côté. Il faut que le type de débat qu'on a sur ce plateau, que je voulais ajouter, c'est que je pense et qu'on revienne vraiment sur le sol et qu'on regarde les objectifs qu'on fixe. On veut une fédération, on veut un football qui avance. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour c'est vrai, avancer. je pense que pour sortir de la crise, si vous permettez l'expression, ou bien pour retrouver la sérénité au niveau des Lions indomptables du Cameroun et du football, je pense qu'il y a trois choses à faire. La première chose, nous sommes les êtres humains. Éliminons les égos et regardez ce qui est bon pour la joie de la nation. Deuxième chose, n'oublions pas le rôle central du Cameroun dans le football mondial. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, qui estime d'ailleurs que le numéro 9 de la FIFA, c'est Paul Biya. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Donc, respectons les décisions de l'autorité publique établie. Dernière chose, comme le président a dit à Douala il y a des années, nous passerons, le Cameroun restera. Le football, c'est un facteur de l'unité nationale. Le football, c'est un facteur de l'unité nationale. Mettons les émotions à côté. La figure de Charles est intéressante, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Lorsque vous êtes dans une maison et que vos deux enfants se bagarrent, vous ne leur dites pas, mettez vos égos de côté. Non, vous intervenez dans le problème. Aujourd'hui, il y a deux institutions camerounaises qui se battent. La fédération est autant une institution camerounaise que le ministère. Il est temps qu'une troisième partie entre en jeu. Et peut-être ça rejoint ce que Innocent disait tout à l'heure, ce qu'il attendait de la FIFA. Mais ce n'est pas à la FIFA de faire ce travail, c'est à nous-mêmes. Aujourd'hui, on discute les hautes instructions du chef de l'État. Dans le même temps, on dit que c'est lui, dans son discours, le 10 février, qui a initié tout ce qui a suivi au niveau du ministère des Sports. Est-ce qu'il ne serait pas temps que la plus haute personnalité de ce pays se saisisse de ce problème et mette un terme définitif à ça? Je ne pense pas que ça coûterait la peau des fesses de le faire, mais il faut qu'on le fasse le plus vite possible, c'est-à-dire qu'une troisième partie qui soit supérieure aux deux parties en conflit puisse se saisir du problème, ramener les deux parties sur une table de négociation et qu'une solution soit trouvée tout simplement. Telle que l'administration camerounaise fonctionne, vous ne pensez pas qu'il y a
il y a ce type de négociation au sommet de l'État, c'est-à-dire que les gens qui appellent les partis en conflit à peser un tout petit peu à... De toute façon, on ne voit pas encore les effets. Si ça se fait en coulisses, alors, ma question, on n'en voit pas toujours les effets. Je voudrais insister là-dessus, nous sommes les responsables de la situation. Est-ce que vous imaginez qu'une décision du sommet de l'État qui pourrait être remise en question par les Camerounais est très prudent par jus? Donc, tant que nous aurons ces attitudes du type on peut pousser le bouchon jusqu'à remettre en cause les institutions nationales, vous conviendrez avec moi qu'il y a certaines décisions qui sont risquées. Donc effectivement, ce sont des discussions qui sont faites en haut lieu, mais nous devons à notre niveau commencer déjà à apaiser un peu notre façon de tenir les débats sur la question pour permettre à ces décisions de venir. Sinon, et là je reviens au prologue, nous maintenons la fracture sociale. Alors il y a le match contre le Cap-Vert, il y a d'autres échéances qui approchent. Si jamais chacun reste sur sa position, quelle peut être l'issue de cette crise? Je voulais entendre chacun là-dessus, rapidement. Alors, si chacun reste campé sur sa position, c'est sûr qu'à un moment, la FIFA va se lasser. En disant quoi? Et puis, elle va prendre la décision. C'est-à-dire qu'on fonce tout droit vers une normalisation. Et la première conséquence sera que le Cameroun risque d'abord d'être disqualifié de toutes les compétitions. Charles. Je vais répondre en évoquant qu'il y a une seule chose qu'il faut éviter au Cameroun aujourd'hui concernant le football. Il y a en sciences politiques internationales aujourd'hui ce qu'on appelle l'état profond. C'est-à-dire il y a une administration publique existante qui fonctionne bien, mais il y a certains gens qui travaillent dans l'ombre pour fragiliser cette administration. Moi, je pense que la FECAFOOT est une institution honorable à la nation. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique est une institution honorable à la nation. À la tête de ces deux institutions, nous trouvons les meilleurs chacun dans sa discipline, tout au long de leur carrière, soit footballeur ou professeur de droit ou bien enseignant. Je pense que les meilleurs trouveront une solution meilleure pour le Cameroun et je crois à leur capacité d'intelligence. Vous répondez en politicien. Vous ne nous avez pas dit si chacun reste sur sa position, qu'est-ce qui va se faire? Alors, non, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une sortie de crise. Et elle a même déjà commencé à être amorcée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi la FECAFOOT et le ministère sont d'accord sur l'entraîneur des Lions indomptables. C'est Marc Brice. Au départ, il y a quelques semaines, ce n'était pas le cas. C'est déjà le cas. C'est un pas en avant. Maintenant, le débat reste autour du reste de l'encadrement technique. Je suis convaincu que là également, il peut y avoir une conciliation. Ce n'est pas impossible. Nous sommes tous des Camerounais et l'équipe nationale est un patrimoine commun. Donc, si on a pu s'accorder, ou du moins si les deux parties en conflit ont pu s'accorder sur le choix de l'entraîneur, Marc Brice, sur celui de son adjoint et sur celui de l'analyste vidéo, ça veut dire qu'on peut également s'accorder sur le reste de l'équipe. Ma question, s'il n'y a pas de solution, on va où? S'il n'y a pas de solution, les matchs vont se jouer. Nous avons déjà un entraîneur. Ce qui est sûr, c'est que les matchs vont se jouer. Le nouvel exécutif va publier sa liste de joueurs convoqués. Comment Franck? Vous savez, c'est la FECAFOOT qui convoque les joueurs. C'est vrai qu'on dit au Camerounais simple. C'est la FECAFOOT qui envoie si tout le monde reste dans son camp, je vais répondre à sa question après la politique. Si tout le monde reste dans son camp, voici ce qui va se passer. Le match va se jouer. On va jouer le match. On va jouer le match. On va faire semblant. Le match, on va jouer. Avec Marc Brice sur le banc de touche. Chacun reste dans son camp. La FIFA et la CAF vont nous suspendre. Et 3, si chacun reste dans son camp, le gouvernement va décider comme on a fait en Espagnol ou bien Goodluck Jonathan avait fait au Nigeria. On va nommer une administration provisoire. Nous avons déjà les conditions pour disputer ce match sans anicroche. C'est-à-dire il y a un encadrement technique, il y a un entraîneur. De toutes les façons, l'une des trois choses là que j'ai évoquées. Si c'est la FECAFOOT qui doit envoyer les invitations auprès des joueurs, elle enverra les invitations puisqu'elle est déjà d'accord avec le coach. Monsieur le coordonnateur national, vous voyez la fin comment? Je pense que en théorie des négociations, il est souvent indiqué de ne jamais mettre des facteurs de principe au début de la négociation. Parce que si vous mettez des facteurs de principe au début de la négociation, au moment de relâcher certains de vos éléments pour atteindre l'équilibre, vous ne pourrez pas lâcher les éléments de principe. J'ai l'impression que beaucoup d'éléments de principe
ont été placés sur la table et sont difficiles à relâcher. Donc oui, il est possible justement qu'on n'ait pas de solution, mais on connaît les issues. La fédération camerounaise peut être suspendue par l'organe fêtière. Je ne sais pas si un match peut être discuté si l'instance qui doit indiquer le coach ne l'indique pas dans les délais avant le match. Ça a déjà été fait. La FIFA a déjà entériné le choix de match. Je veux juste dire que soit la FIFA va suspendre la fédération, soit l'État prendra sa responsabilité et prendra la décision qu'il faut si personne ne veut bouger sur les positions. Nous allons dire merci à M. le coordonnateur national qui va nous quitter pour sa participation à ce programme. Mais avant de partir, M. le coordonnateur, nous allons regarder le ministre de la décentralisation et du développement local sur le projet de gouvernance locale et communauté résiliente dont les activités ont été officiellement lancées vendredi dernier. Il s'agit de ressources qui sont mises à la disposition par la banque à destination des collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions, mais aussi de l'administration, dans la perspective de leur donner la capacité de répondre aux préoccupations que les populations ont dans un contexte particulier, celui où il existe une crise, celui où il existe des déplacés. Il s'agit également de leur donner la capacité à bâtir des infrastructures qui sont résilientes au changement climatique que l'on observe aujourd'hui. La 3e journée internationale de la santé des végétaux, c'est ce dimanche 12 mai. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 12 mai Journée internationale de la protection des végétaux afin de susciter une prise de conscience et promouvoir des actions en faveur de la gestion de la santé des végétaux. Nous en parlons avec les invités arrivés sur le plateau. Je commence par le directeur de la réglementation et du contrôle de la qualité des intrants et des produits agricoles au ministère de l'Agriculture, M. Ning Charles Tché. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je continue avec Fidel Kenyi. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Vous êtes expert, vous venez de la FAO. Tout à fait, FAO Cameroun. Je poursuis avec M. Christophe Assona. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif, c'est une ONG, CropLife. Je vous présente enfin, il est là depuis le début de l'émission, Franck Fouté. Bonsoir Franck, une fois de plus. Bonsoir, c'est vrai. Correspondant de Jeune Afrique. Alors, c'est bien philosophique parce que je l'ai lu dans un document, bien philosophique de penser que les végétaux en bonne santé constituent la base de vie sur Terre. C'est pas philosophique du tout, c'est tout, pour moi, lorsque l'on dit que la plante est au centre de la vie. C'est tout à fait réel parce que, vous savez, c'est les plantes qui produisent l'oxygène que nous respirons. Chacun de nous, en partant de domicile ce matin, a dû manger quelque chose. Et c'est les plantes qui donnent cette nourriture. Les gens ont tendance à oublier que c'est à partir des plantes que nous avons les habits qui nous permettent de nous vêtir. Les plantes influencent dans de l'eau que nous buvons. Donc, vous allez voir que la plante est au sens, et puis on n'oublie pas le côté des plantes médicinales. Donc la plante intervient dans la santé, elle intervient dans l'alimentation que nous avons, elle intervient dans l'oxygène que nous respirons. La plante est au centre de la vie. Mais il y a eu une grosse polémique, et vous le savez, vous avez écouté ça dans les marchés, à Bafoussam, à Yaoundé, on disait on utilise des produits chimiques pour faire mûrir, par exemple, la banane plantain, les avocats, etc. C'est toujours la santé des végétaux. Est-ce que, monsieur le directeur au ministère, est-ce que vous tenez compte de ces choses-là? Oui, on a suivi ces histoires qui s'est passées en Tchang, que quelqu'un a utilisé formol sur les végétaux. Et nous voulons dire que dans ces histoires de détournement de usage de produits phytosanitaires pour mûrir soit la banane plantain, c'est interdit. Mais à quel niveau intervient la santé des végétaux à partir des événements aussi malheureux ou bien des pratiques aussi nocives? Nous avons dit que les végétaux sont à l'origine de l'oxygène que nous respirons chaque jour. Les végétaux sont à l'origine de l'alimentation de la grande majorité des aliments que nous consommons. Et ces végétaux, tout comme tout organisme vivant, sont susceptibles d'être attaqués par des maladies et des insectes qui peuvent fragiliser leur potentialité de production. C'est pour ça que ces végétaux
ont besoin d'être entretenus. Non, mais jusque-là, je ne comprends pas. Peut-être oui, je voudrais moi, je ne comprends pas. Pourquoi mettre l'accent sur la santé des végétaux et plutôt que sur la santé humaine? Je voudrais donc y arriver pour dire que... Oui, rapidement, parce qu'on n'était pas le temps aussi. Ok, d'accord. Donc, ces plantes ont besoin d'être entretenues. Et pour les entretenir, nous avons besoin d'utiliser des produits phytopharmaceutiques. Et ces produits phytopharmaceutiques ne sont pas toujours très bien utilisés. Parce que mal utilisés, ces produits peuvent devenir maintenant des dangers pour la santé humaine et aussi pour l'environnement. Je voulais juste interroger nos experts que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Il est question de savoir si ce n'est pas une débauche d'énergie, je ne dirais pas inutile, parce que les cycles d'évolution des plantes sont naturels, sont connus. C'est-à-dire qu'en forêt, lorsqu'un arbre est malade, il se renverse. Et en se renversant, il permet à d'autres arbres de recevoir la lumière du soleil et de grandir. Maintenant, sur un plan domestique, lorsque quelqu'un a ses plants de maïs, de manière naturelle, nous avons des techniques de protection des plantes, le fumier, l'engrais, la cendre et tout ceci. Pourquoi toute une journée pour dire aux gens qu'il faut prendre soin des plantes? C'est simplement parce que les végétaux, comme un être vivant, sont attaqués par les virus, comme les virus de maïs, virus de manioc, qui sont très dangereux et il n'y a pas de traitement. C'est seulement... Monsieur, vous pensez que les agriculteurs, du moins ceux qui ont pour activité quotidienne de s'occuper de ces plantes-là, ne sont pas assez conscients de ce que il y a ces maladies et qu'il faut prendre soin de ces plantes? Donc ça veut dire que nous devrons, cette journée a été faite pour que nous sensibilisons le monde royal, nous sensibilisons les acteurs. Et par exemple au Cameroun, on a un défi parce qu'il y a ce qu'on appelle Banana Bungee Top, on a une zone de quarantaine au sud de Cameroun, donc ça sera très difficile pour faire une plantation. On doit sensibiliser les paysans que voici, si vous avez tel signe, ça veut dire qu'il y a telle maladie, il faut utiliser tel produit pour le traitement. Et en respectant le dosage et le conseil sur l'étiquette. Il y a la vente en ligne qui s'est développée dans tous les pays, au Cameroun également. Il y a des Camerounais qui achètent les semences ailleurs et viennent les utiliser ici. Est-ce qu'on tient compte de tout cela dans la préservation de la santé des végétaux? Est-ce qu'il y a une certification de ces choses? Les produits végétaux font partie, c'est le premier produit le plus échangé à travers le monde. C'est-à-dire dans les importations et exportations. Et quelle est la proportion pour le commerce international au Cameroun, pour nous dire que c'est aussi important? On parle d'environ 60%. C'est-à-dire ce que représentent les échanges des végétaux. Pour les commerces en ligne, il y a risque quand c'est surtout les semences. Ça veut dire que quelqu'un peut aller prendre des semences qui ont de mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, dès que ça arrive avec les semences, ça sera difficile de gérer. Parce que les mauvaises herbes, c'est aussi les ennemis de culture. Est-ce que la certification marche donc au Cameroun? Est-ce qu'on est assez regardant là-dessus? Avant de délivrer un certificat phytosanitaire, on doit faire d'abord une inspection, un contrôle de produits végétaux. Et après, s'il y a nécessité, même analyser au laboratoire. C'est vrai, peut-être oui. de manière pratique, un agriculteur qui veut être informé qui fait face à des plantes malades, qui a dans ses plantations des plantes qui sont malades, à qui est-ce qu'il s'adresse? S'il est à l'intérieur du pays, je ne sais pas, à Kwaya, le ministère a ses démembrements? Oui, bien sûr. Actuellement, le ministère a les brigades. Sauf que... Bon, il va quitter du champ pour aller à la il y a le poste agricole dans presque chaque village. Donc, il contacte le chef de poste agricole. On va revenir là-dessus. Je voudrais vous inviter à partager avec moi une actualité de la semaine, l'opération de révision des listes électorales en France. Là-bas, l'ambassade du Cameroun à Paris, les acteurs politiques et les CAM se donnent la main pour que cette opération soit couronnée de succès. Une première évaluation avec l'ambassadeur André Magnus Ekoum, ambassadeur du Cameroun en France. Oui, nous sommes satisfaits.
les Camerounais s'inscrivent. Ils sont nombreux à s'inscrire et, comme dit souvent le président, ça prouve le dynamisme de la démocratie camerounaise. Les gens viennent s'inscrire librement, parce que nous sommes d'abord des gens libres. Les gens doivent venir s'inscrire donc librement. Donc nous travaillons avec Elecam qui a apporté du matériel. Ils sont encore là pour un peu amener les gens à bien se familiariser avec les machines. Mais je crois que leur présence aussi peut justifier la célérité de ce processus-là. Nous accueillons Dr Nzana Abanda François Xavier, le responsable essais insecticides chargé de recherche, écologie, biodiversité, évolution, chef du laboratoire d'entomologie en Colbison. Merci d'être venu aussi. Alors, cette journée sur la santé des végétaux, on a du mal à comprendre. Je dirais que on a des problèmes de santé des végétaux, c'est comme les êtres humains. Vous grandissez, même dès le premier jour de votre naissance ou au second, vous pouvez déjà être malade. Vous pouvez respirer quelque chose qui n'est pas bien ou une bactérie qui vous attrape. Donc c'est également la même chose pour les plantes. Puisqu'on le fait au quotidien, est-ce qu'on avait encore besoin d'avoir une journée entière pour en parler? Peut-être que c'est... Tout à fait. Peut-être que ça donne des fonds qui viennent des Nations Unies. Non, c'est pas question de fonds. C'est comme en santé publique. On parle des problèmes de santé publique, il y a des maladies qui arrivent, il y a des épidémies. On a dans l'actualité que les maïs que nos parents sont en train de cultiver sont attaqués par la chenille légionnaire d'automne, qui est un ravageur qui est entré au Cameroun, je crois, en 2016. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la main prise pour maîtriser. Donc, il y a ces défis. Il y a aussi les nouveaux défis. Comme Cameroun est un grand exportateur de la banane, il y a une maladie qu'on appelle Fusarium TR4, qu'on doit faire tout pour empêcher que ça n'entre pas au Cameroun. Donc, on doit sensibiliser les paysans pour les nouveaux défis. Quelle est l'attitude? Parce qu'on semble découvrir cette santé des végétaux. Quelle est l'attitude que nous, humains, nous devons avoir vis-à-vis des végétaux? Chacun, quelques mots. Eh bien, ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que, un peu comme on paraphrase souvent, des végétaux sains sont source d'une santé humaine préservée. C'est ce qu'il faut, il faut le savoir. Donc, en fait, je peux dire en mot de fin que la santé des plantes doit être au premier rang, parce que vous savez, lorsque les barrières douanières ont été démantelées avec les divers accords, c'est maintenant au niveau des barrières phytosanitaires que l'on devrait renforcer notre intervention, parce que à partir de là, il peut entrer au Cameroun quelque chose, c'est-à-dire des nuisibles qui peuvent détruire tout ce que nous avons comme patrimoine. Il vous est arrivé, peut-être un de vos voisins, peut-être qui est en voyage et voit un tubercule ou bien des boutures ou des graines et dit que bon, je vais aller essayer dans mon pays. Donc très souvent, c'est source de ravageurs, des nuisibles. Ça peut voyager, c'est très facilement qu'on peut voyager avec des bactéries, parce que un ravageur encore, ça peut se voir, mais une bactérie, un champignon, c'est tout fin, ça peut être contenu dans les semences. Pour terminer, je voulais dire que les végétaux sont très importants pour notre santé. Maintenant, on parle d'une seule santé. Il y a santé humaine, santé animale, santé environnementale et santé végétale, santé des plantes. Donc c'est très important. Et comme on va célébrer cette journée le 14, mardi le 14, à l'esplanade du musée national, nous invitons tous ceux qui ont des questions, parce qu'il y aura des spécialistes qui viennent
on va les accueillir. Je crois que, Franck, il faudrait peut-être que la presse se saisisse aussi de ce sujet qui semble nous échapper, c'est-à-dire faire cette sensibilisation. Absolument, les éclairages qui nous ont été apportés aujourd'hui sur le plateau démontrent de la pertinence et de l'importance de telles thématiques, puisque chaque jour nous consommons des fruits, des légumes. Aujourd'hui, on réalise que non, il en va de la santé de ces plantes-là et de notre santé à nous également. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.